Un potager, c'est un lieu où on prend du plaisir et on cultive des légumes qui ont du goût. Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Aubercaille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Bergoff. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors, t'es plus connu sous le nom de Pierre le cultivateur. Pierre, tu es un citadin qui a embrassé sa passion pour la nature. Ton voyage t'a conduit de Lille, au passage Superville, à la campagne normande où tu as transformé une ancienne ferme en un paradis vert de plus de 3000 m², regorgeant de plantes et de vie. Tu ne te contentes pas de cultiver ton jardin, tu partages également tes connaissances et ton amour pour les plantes à travers les réseaux sociaux. On y trouve plein de conseils pratiques pour entretenir son potager et des astuces pour faire pousser ses propres plantes à partir de rien. Pierre, merci parce que tu es une vraie source d'inspiration pour tous les amoureux de la nature, clairement. Alors, cher auditeur, rejoins-nous dans cet épisode pour savoir comment toi aussi tu peux te reconnecter avec la terre et faire pousser ton petit coin de verdure. Bref, le sujet aujourd'hui, c'est le potager, peu importe dans quoi tu habites. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Pierre? Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est une belle vision. Et effectivement, j'essaye d'être le plus pédagogue. J'ai un objectif, en fait, c'est donner envie aux gens de mettre les mains dans la terre et d'apporter un peu de nature dans leur intérieur, parce que je trouve que la vie sans les plantes, la vie sans jardin, elle est un peu triste. Et quand on a la chance de pouvoir en avoir, il faut en profiter au maximum. Complètement. Eh ben écoute, on va partir pour débuter cet épisode avec notre petit jeu brise-glace. Tu m'as préparé 2 affirmations, une vraie, une fausse. À toi d'essayer de me piéger. Et ça va nous mettre un peu dans le bain de ce fameux coin de verdure. Alors, ma première affirmation, c'est que le marc de café repousse les limaces. D'accord. Et ma deuxième affirmation, c'est qu'on peut tout mettre, on peut tout jeter dans notre bac à compost. Alors, j'ai fait un peu le compost. Donc, jusqu'à présent, il y a quand même certaines petites choses pour moi qu'on ne peut pas jeter dans le compost. Donc, je dirais que la deuxième est fausse et la première est vraie. Dommage. C'est vrai? Fausse croyance. Dommage. Oui, non, mais c'est ça, c'est le vrai sujet. Et là, on va mettre directement les pieds dedans avec ces 2 affirmations. C'est que il y a beaucoup de mythes. On voit de tout sur Internet, on voit de tout sur les réseaux sociaux et même malheureusement dans les livres et dans certains ouvrages. Et même moi le premier, des fois j'ai cru à certaines choses et après l'avoir testé ou après avoir recherché un petit peu la bonne information, on se retrouve que à se dire mince, je faisais cette pratique et elle est pas bonne du tout. Le marc de café, en même temps, s'il existait vraiment un répulsif naturel, simple à avoir, qui fonctionne, je pense que personne ne parlerait autant des limaces. Moi, sur chacune de mes vidéos, on me parle de limaces, okay. C'est un vrai sujet. Donc le marc de café, non, ça fonctionne pas. Alors il y a un vrai débat autour du marc de café. Est-ce que c'est un bon engrais, puisque le marc de café est un peu riche en azote, et est-ce que, à contrario, c'est pas plutôt un anti-germinatif, parce qu'il y a des études qui ont été menées, donc là des vraies études avec des centaines de pages par des labos, où on a fait des semis, ils ont réalisé des semis de tomates dans des godets individuels, donc dans un terreau sans marc de café, dans un deuxième avec 15% de marc de café, 30%, 50%. Okay. Et il s'est avéré que quand il n'y avait pas du tout de marc de café, la graine germait mieux et le plant se développait bien mieux. Pour plusieurs raisons, parce que après, il peut avoir plusieurs explications. Le souci de toutes ces thèses et toutes ces expériences, c'est qu'ils vont pas jusqu'au bout des choses. Il faut savoir que les graines, quand elles débutent leur germination, elles n'ont pas besoin d'engrais. C'est pour ça qu'on conseille souvent de réaliser ces semis dans un terreau neutre, un terreau sans engrais, donc un terreau universel tamisé ou un terreau semi-repiquage. Alors, pour plein d'autres raisons, mais en tout cas un terreau sans nutriments, parce que la graine a l'ensemble des nutriments qui lui sont nécessaires pour germer. La nature est bien faite. Pour faire la nature est très bien faite. Et après, une fois qu'elle germe, là oui, la plante a besoin d'autres nutriments pour continuer à se développer. Et donc le marc de café,
fonctionne pas très bien. Il y en a même qui l'utilisent comme anti-germinatif, donc ils vont épandre du marc de café dans certains lieux où il y a des herbes indésirables, on dit plus mauvaises herbes, les herbes indésirables, les adventices, ces fameuses On dit adventices plus mauvaises herbes. qui vont pousser. On dit plus mauvaises herbes parce que, alors en même temps, je fais partie aussi de cette école. Je trouve que mauvaises herbes, c'est un peu péjoratif. Catégorisé, péjoratif. Alors ça reste des plantes. Bon, bref. Mais le fait de catégoriser toutes ces plantes dans mauvaises herbes, déjà, ça veut dire que quand on veut traiter des mauvaises herbes, on part du principe qu'on a un remède pour la totalité, ce qui est pas vrai, puisque chaque herbe indésirable peut se retirer, peut être une plante bioindicatrice, donc peut nous avertir de certaines choses, pourquoi elle pousse à cet endroit, pourquoi elle pousse pas ailleurs. Donc certaines personnes ont fait l'étude de dire on va mettre du marc de café à ces endroits-là, et on va, une fois avoir arraché toutes ces herbes indésirables, on va voir si les autres graines commencent à germer. Et effectivement, elles germent beaucoup moins vite, beaucoup moins bien. Donc le marc de café a quand même une action anti-germinative. Okay. Et ça s'explique dans la nature, assez simple, c'est que cet arbre ne veut pas qu'il concurrence de plantes qui rentrent en concurrence avec lui, qui poussent au pied de son arbre. Donc ça, c'est pour le marc de café. Alors j'ai donné plein d'infos et on reviendra après. Voilà, on a cassé un mythe. Alors après, on pourra en casser encore plein, en parlant des coquilles d'œufs, en parlant de pas mal de choses. Le compost. Le compost, c'est aussi un mythe où il y a beaucoup de légendes. En disant le compost ça sent mauvais, le compost ça attire les rats, ça attire les souris, on peut pas tout jeter au compost, attention, c'est compliqué. À partir du moment où, alors il y a quand même certaines choses qu'on peut pas jeter au compost. Alors même si je t'ai donné une affirmation en disant on peut tout jeter, bien entendu tout ce qui est pas naturel, le plastique, etc., le métal. Ça semble couler de source. Voilà. Par contre, tout ce qui est naturel, beaucoup de personnes disent on peut pas jeter les épluchures d'agrumes au compost. D'accord. Il y en a beaucoup qui disent ça. Les épluchures d'agrumes, on peut les jeter au compost. Les épluchures de melon, de courge, on peut tout jeter à partir du moment où tu vas les découper en morceaux un peu plus fins, puisqu'en fait, il y a les micro-organismes qui vont venir manger toutes ces épluchures. Au plus elles sont fines, au plus elles vont être digérées rapidement. Tu peux tout jeter, mais en quantité raisonnable. Ça veut dire que si tu manges, je sais pas moi, 15 kilos d'oranges par jour, que ton compost il est rempli à 50% d'épluchures d'oranges, il va pas être très équilibré. Ça veut pas dire qu'il va pas être bon, il va juste pas être équilibré. Mais en tout cas, ça fonctionne. La clé de la réussite pour moi, pour avoir un bon compost, selon moi, qui sent pas mauvais, qui attire pas trop les rats et les souris et qui soit vraiment utilisable dans ton jardin potager, c'est être raisonnable sur les quantités que tu vas jeter. Ça veut dire ajouter autant d'épluchures, toutes sortes d'épluchures que tu peux avoir dans ton intérieur, et autant de matière carbonée, feuilles mortes, paille, foin, les rouleaux de papier toilette, alors on pourra aussi parler de ces sujets, ou les morceaux de carton, pouvoir mélanger ça à 50-50 et le mettre dans ton compost. À chaque apport, de mélanger ton compost. Le compost, c'est super important parce qu'en fait, le compost, bien entendu que ça attire les souris. Moi, je suis une souris, je vais dans le compost, il y a à manger et il fait chaud. T'es à l'abri. C'est génial. Et surtout, si la personne, elle le mélange pas, tu restes à l'abri, on va pas venir t'embêter, on va pas venir te déloger. Donc, il faut vraiment le mélanger à chaque apport. Et ensuite, au bout de 6 à 8 mois, on va pouvoir utiliser cette belle ressource, cet humus, pour pouvoir le mettre sur notre potager, pour pouvoir le mettre sur nos plantes d'extérieur. Là, je vois un olivier en pot, de pouvoir en faire un surfaçage, de mettre du compost à la surface pour pouvoir le nourrir. Donc, le compost, moi, je jette tout dedans. J'évite, si j'ai pas de broyeur, de jeter des tiges de rosier avec les épines, parce qu'en fait, ça va être très dur à se décomposer. C'est pas que ça va être néfaste pour le compost, mais juste que quand tu vas le prendre avec tes mains, tu risques d'avoir des épines dedans. Voilà. Je vous conseille à tous vraiment de porter des gants. Voilà. Alors, et il faut porter des gants. Et encore, si tu broies le rosier vraiment très fin, il y aura pas de souci. Et si tu as un gros compost, moi, mon compost fait plus d'1 mètre cube. Il doit faire 2 mètres cubes. Donc, il est assez gros. Et donc, je peux même jeter ce que je jette dedans. Ça va se décomposer naturellement. Mais voilà. Et mettre des gants, parce qu'il faut pas oublier quand même que ça reste... il y a des vers, il y a des insectes, il y a pas mal de choses, donc on peut attraper des maladies comme la teigne. Okay. J'en ai fait malheureusement l'expérience cette année dernière. Je me suis chopé une plaque de teigne sur la peau. Alors ça se soigne, ça part très très vite au bout d'une semaine avec le bon traitement, mais une fois que tu as ça, tu te demandes ce qui se passe en fait, comment tu as eu ça. Parce que moi, je jardine sans gants. Alors, j'ai arrêté pour plusieurs raisons à cause de ça et à cause de mon accident de tronçonneuse, mais
parce que j'aimais bien avoir le contact de la terre avec mes mains. Mais bon, il faut mettre des gants. Je conseille quand même à tout le monde de bien s'équiper, de bien se protéger. Ok. Non, c'est clair. Écoute, un deuxième mythe de casser. Moi, je pensais qu'il fallait quand même éviter certaines choses dans le compost. Juste pour la petite anecdote, tout ce qui est par exemple croûte de fromage ou choses comme ça, on me disait d'éviter. Non. Parce que ça se en fait, non. Ça se décompose moins bien si tu jettes une croûte énorme, mais si tu te découpes en morceaux, encore une fois, ça va il y a aucun souci. On évite tout ce qui est graisse, les huiles, l'huile de friteuse, etc. On va pas acheter ça en bac à compost. Les cendres, c'est pareil. Les cendres, on peut en jeter en quantité raisonnable. On évite de prendre toutes les cendres de l'hiver et de se dire, ok, je prends mon gros bac, je sais pas moi, de 30 kilos et je vais jeter la totalité dans mon compost. Si votre compost est trop petit, ça va le déséquilibrer totalement et ça va pas être bon du tout pour votre compost. Okay. Et un bon compost, parce que je le vois aussi souvent, c'est pas un compost où il y a plein de vers de terre dedans. Les vers de terre, ils interviennent qu'à la fin. Alors souvent, on les trouve sur les couches un peu basses, quand on est sur du compost maison. Quand on est sur du fumier, sur du crottin de cheval, c'est autre chose. Mais on les trouve en dessous et c'est pas les vers qui vont venir manger, contrairement à un lombricompost ou un vermicompost, les déchets. C'est les autres insectes qui vont commencer à faire le travail et ensuite les vers interviennent. Donc s'il n'y a pas de présence de vers dans votre compost, déjà ils viennent pas à la surface, ils sont pas bêtes, ils nous entendent, ils vont se partir. Quand on gratte, moi je gratte ma terre, je vois des dizaines de vers. Je remets la terre, je regratte au même endroit, ils sont plus là. Ils ont compris. Ils ont compris qu'à un moment donné, il fallait se barrer. C'est normal. Donc voilà, il faut. C'est pas un signe en tout cas de bon compost. Très bien. Et merci pour ce début d'introduction sur le compost et justement ce cassage de mythes sur le marc de café. On va rentrer dans le sujet. J'aimerais bien commencer par la question un peu essentielle. Qu'est-ce qu'on appelle un potager ? C'est quoi un potager classique, ses caractéristiques? Comment tu le définirais? Alors pour moi, ce qu'on appelle un potager, c'est un lieu où on va produire des légumes. Déjà, c'est pas spécialement des fruits, ça va être des légumes. Donc on va cultiver des plantes comestibles, orientées quand même avec une récolte de légumes. Ça, c'est selon moi, ça va être un peu différent pour les fruitiers. On va plus parler de verger, et pour les feuilles médicinales ou comestibles, on va être sur d'autres types de jardins. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment production de légumes. Le potager traditionnel, alors est-ce que traditionnel du 21e siècle ou traditionnel d'avant? Le potager traditionnel, c'était vraiment dans l'objectif de produire des légumes pour se nourrir, pour vivre, pour survivre. Je pense qu'on est quand même toujours dans ce sujet-là. On a envie de manger, oui, des légumes qui ont du goût, mais il y en a quand même beaucoup qui font un potager, parce que les légumes, quand même, sont malheureusement hors de prix. Il y a des légumes qui sont quasi inaccessibles à l'achat. Donc voilà, c'est sûr, quand on a peu d'espace, on va cultiver des légumes qui sont un peu plus chers dans le commerce que des légumes qu'on peut récolter en terre. Par exemple, on va laisser de côté la pomme de terre, même si, comme pour l'ensemble des légumes, chaque légume cultivé dans son jardin potager a une saveur, mais qui est totalement différente de celle qu'on peut acheter en grande surface. Alors, je parle du grande surface, si on va sur un marché, si on va chez le fermier du coin, c'est encore différent. Je parle vraiment de grande surface. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Ensuite, le potager traditionnel de l'époque, c'était quand même quelque chose de très droit, très strict, avec des lignes. J'ai ma rangée de carottes juste à côté, j'ai ma rangée d'épinards, ma rangée de petits pois. Au cordeau. Et c'était vraiment comme ça, au cordeau, tout aligné, tout droit, tout parfait. Aujourd'hui, c'est un peu plus naturel. On sème un peu comme on veut. Alors certains vont dire oui, c'est facile, c'est pour éviter que ce soit trop parfait. Moi, je pars du principe, déjà, il faut faire un potager qui nous ressemble. Si on a envie que tout soit droit, tout soit parfait, faites-le. L'objectif, c'est quand même de mettre les mains dans la terre. Ce qui est bien de tout mélanger aussi, c'est la rotation de culture et c'est aussi de limiter les attaques. On parlait tout à l'heure des limaces. Quand tu as une rangée de laitues, tu as tes limaces qui commencent à attaquer, elles vont passer de laitue en laitue, elles vont tout manger. Quand tu as au milieu de tes laitues un autre légume qu'elles n'aiment pas trop, elles vont s'arrêter. Elles vont peut-être pas aller de l'autre côté. Le fait de mélanger aussi, c'est de répartir les efforts et d'éviter de perdre toutes ces récoltes en simultané. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est aussi de faire de l'association de culture, puisque il y a quand même eu des études qui ont été faites, comme quoi les associations de culture, il y a certaines qui sont très bonnes
pour avoir une meilleure production, d'autres qui sont moins bonnes. Voilà, ça permet. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment. Et le jardin traditionnel d'avant, c'était quand même beaucoup. On travaille la terre, on laisse la terre à nu. On prend le maximum de lumière. Moi, quand j'entendais mon grand-père, c'est ton potager, tu le places où il y a le plus de lumière. Il ne faut pas d'ombre du tout. Les caractéristiques. Aujourd'hui, ça a changé, mais c'est normal. Le temps change. Les conditions changent. Les conditions ont changé. Donc voilà, il y a vraiment tout ça. Pour moi, aujourd'hui, un potager, c'est un lieu où on a envie de passer du temps, s'éclater, s'amuser. Parce que le jardin, c'est du travail. Hein. Faut pas croire que c'est pas du travail. Alors le jardin et le potager aussi. C'est du boulot. Donc c'est un lieu où on a envie de passer du temps. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut y aller petit à petit. Il faut commencer, et ça on aura l'occasion d'en parler, par des légumes simples, des légumes qui sont un peu plus accessibles pour avoir des récoltes et se donner envie de continuer d'aller plus loin. Mais commencer petit, moi j'ai commencé un potager, il faisait 1,20 m par 1,20 m. Alors certains vont dire, ah ouais, c'est tout petit, c'est minuscule. Bon, j'habitais en ville. Quand on n'a pas de place, on fait avec ce qu'on a. Et puis on fait ce qu'on peut. Donc voilà. Et après, aujourd'hui, j'ai 120 m², 150 m², et on pourra rentrer dans le détail parce que même, on peut se dire 120, 150 m², c'est pas si grand que ça. Mais après, j'ai beaucoup plus grand. C'est parce que c'est la définition de ce qu'on appelle potager. Pour moi, tout ce qui est même pommes de terre, courges, je l'inclus pas dans le mot potager parce que ça prend trop de place. Ça se développe et ça prend trop de place, donc je les écarte. Framboisier, fraisier, j'écarte tout ça de mes surfaces. Mais voilà, un potager, c'est un lieu où on prend du plaisir et on cultive des légumes qui ont du goût. Et l'objectif premier reste quand même effectivement de se nourrir et de, comme tu disais aussi, d'avoir des légumes chez soi prêts à l'emploi, quoi. C'est ça. Et il y a une différence, si juste je rajoute un petit bémol aussi, c'est on parle en ce moment, surtout là on est au mois de février, on parle beaucoup des semis. Faire ses semis en intérieur, on peut faire du potager sans pour autant faire ses propres plants, sans faire ses semis. Pour moi, c'est pas le même boulot. C'est pas le même boulot et c'est pas la même place, c'est pas le même travail. Il faut avoir un espace au chaud, avec beaucoup de luminosité, pas trop de chaleur non plus pour éviter que ça s'étiole et que ça file, où il faut une serre. C'est pas donné à tout le monde, donc tout le monde ne peut pas faire ses propres semis au chaud, on peut pas faire ses semis de tomates, ses semis de poivrons et d'aubergines. Tout le monde ne peut pas le faire. Et ensuite, il faut de la patience, il faut de la rigueur quand même un peu plus, il faut du matériel. Donc voilà. Alors certains vont le faire avec des lampes horticoles, etc., qu'ils vont installer dans leur intérieur. Et là, on reprend le truc. Moi, c'est une question aussi que je pose et c'est assez ouvert. C'est, on veut faire du naturel dehors. Par contre, à l'intérieur, on s'interdit pas de mettre une lampe horticole. Bon, il faut se poser la question. Est-ce que c'est pas mieux d'aller acheter des plants chez un maraîcher local qui lui fera, je l'espère, sans lampe horticole, ou c'est un peu plus naturel? Mais voilà, tu vois, c'est le juste équilibre. Parce que souvent, on tacle un peu tout le monde en se disant, à l'extérieur, il faut faire le plus naturellement possible. Tu cultives des légumes, la nature, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, en même temps, le potager, c'est pas naturel. Avoir un potager au milieu d'une zone d'herbe avec des tomates, avoir plein de légumes, il est quand même forcé dans cette par concentration, l'être humain, oui, bien sûr. C'est forcé par l'être humain, c'est pas naturel. Tu te balades en forêt, tu retrouves pas des choses comme ça. Donc, de toute façon, à partir du moment où c'est pas naturel, tu peux te permettre aussi d'aider la nature pour avoir des taux de réussite un peu plus élevés, pour maximiser tes récoltes, pour maximiser les taux de germination, etc. Donc voilà, c'est juste je voulais mettre ce petit bémol sur intérieur-extérieur. Moi, pendant longtemps, j'ai fait du potager en extérieur en achetant des plants. Alors, je faisais quand même des semis, les semis en pleine terre, j'en faisais. Par contre, tout ce qui est semis en intérieur, j'avais malheureusement pas la place, donc je le faisais pas. Ok. Non, mais c'est intéressant et c'est sympa de voir ce côté bémol. Justement, est-ce que il y a de la saisonnalité dans le potager? Je pense que oui. Mais est-ce qu'il y a des périodes on-off? Il y a des périodes où, en fait, il faut juste s'attendre. Il y a des périodes, est-ce que grosso modo, on va pas tout faire parce qu'il y en a beaucoup, mais... Ouais. Alors oui, il y a des périodes on-off. Alors les périodes off, souvent, elles sont très dures parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est que les périodes on arrivent. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que quand tu arrives en fin d'automne, début de l'hiver, t'es content parce que tu te dis que tu vas pouvoir souffler un petit peu. Et un mois après, t'as déjà envie de repartir dans le potager, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vis tous les ans. Donc oui, il y a une période off. Pour moi, la période de décembre. Alors, en extérieur, on va être sur décembre, janvier, février. Mais vraiment off, intérieur-extérieur, c'est décembre, janvier. Okay. Selon moi, c'est la période la plus calme. Ça veut pas dire qu'il y a rien à faire. Il y a toujours des choses à faire. Mais on est sur une période qui est très calme. La période où il y a le plus de boulot, pour moi, c'est mars-avril.
mars-avril. Ça peut être mai, on peut tendre à mai. Et si on devait faire un choix sans faire les semis, on serait plus même sur avril-mai si on parle d'extérieur pur. Si on parle d'intérieur-extérieur mélangé, on serait plus sur mars-avril. Mais c'est vraiment la période où il y a le plus de travail. Pourquoi ? Parce que déjà, tu as le printemps qui arrive. Oui. Le 15 mai, tu as les seins de glace qui passent. Donc, normalement, les risques de gelée sont écartés en fonction d'où tu habites. Bien entendu, si tu habites à Perpignan, Marseille, ou tu habites à Lille, c'est pas la même chose, ou en Normandie. Il y a quand même un décalage de température et de luminosité. Donc voilà, c'est les 2 périodes les plus on-off, les plus chargées. C'est pour ça souvent aussi que je conseille aux gens de débuter leur potager en automne. Parce que quand tu veux débuter un potager au printemps, tu vas te dépêcher, tu vas courir, tu vas pas profiter. Alors que si tu débutes ton potager en automne, déjà, tu n'as que ça à faire. Tu peux prendre le temps de regarder, etc. Tu peux prendre le temps de faire ton potager. Tu le laisses au repos tout l'hiver. Et au printemps, tu commences à faire des choses. Et là, ça peut être vraiment sympa parce qu'au moins, au printemps, tu vas pas te dépêcher à créer ton potager. Tu vas pas te poser plein de questions. Est-ce que je dois retirer l'herbe, pas retirer l'herbe ? Ah ouais, mais attends, il faut que je plante tout de suite. Donc, si je mets trop de compost, ça va pas aller. Au moins, tu peux te donner le temps de faire les choses et tu vas pouvoir te concentrer sur tes premiers semis, tes premières plantations et tu feras que ça. Et ça, c'est plutôt cool. Quand tu dis préparer ton potager, on est d'accord, c'est préparer la terre. C'est ça. Nourrir. Alors, c'est vraiment, t'as rien. Là, tu sors, t'as une bande d'herbe. Les gens, ils se posent souvent la question de, déjà, où est-ce que je vais placer mon potager ? Comment je fais ? Bon, alors, moi, j'ai une vraie astuce. Je crois que je te l'avais partagé en plus déjà. Mais quand tu veux débuter ton potager, tu sors, tu te demandes où tu voudrais mettre ta piscine. Une piscine. Tu veux construire une piscine, on est des fous. Tu te dis, ok, j'aimerais bien mettre ma piscine à cet endroit-là. Et tu installes pas de piscine et t'installes ton potager. Et pourquoi ? Parce que la piscine, souvent, on la place à l'abri du vent pour pouvoir sortir de l'eau sans avoir froid, dans un lieu ensoleillé pour que l'eau elle chauffe, etc. plus facilement, dans un lieu calme et un lieu où on a envie de passer du temps. Et le potager, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il lui faut être à l'abri du vent, il lui faut beaucoup de lumière, il faut 6, 8, voire plus d'heures d'ensoleillement. Il faut un lieu au calme si tu as envie de passer du temps. Je sais pas, si tu es à 1 mètre d'une voie, d'une départementale où il y a des voitures qui passent en voiture, voilà. Ça va être compliqué pour toi. Ça veut pas dire que tu vas pas le faire, mais ça va être bruyant et c'est peut-être pas le lieu le plus simple. Et ensuite, il y a aussi le fait, que la piscine, c'est un lieu assez accessible. Tu peux tourner autour, tu peux bouger. Et c'est pareil, il faut de la place au potager. Il faut de la place pour pouvoir se balader, pour pouvoir arroser, pour pouvoir ramener des brouettes de compost, ramener tes outils, sortir des brouettes de récolte. Donc voilà, moi c'est vraiment le lieu que je préconise. Et il faut juste se mettre en tête 8 heures d'ensoleillement si vous voulez cultiver des légumes du soleil. Donc tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, c'est vraiment l'objectif. Trop bien. Tu as anticipé ma question sur justement les éléments indispensables. Mais c'est parfait dans le sens où donc on pourrait récapituler rapidement. On est d'accord, l'orientation soleil. En gros, choisissez votre piscine de plantes, quoi. Mais c'est ça. Alors après, ça veut pas dire qu'à l'ombre, tu peux rien cultiver. Moi, j'ai des parcelles qui sont plus ombragées que d'autres, où j'ai que 4 heures d'ensoleillement, je vais faire d'autres légumes, parce qu'il y a des légumes qui, justement, eux, détestent qu'il y ait trop de soleil. Je pense aux épinards. Trop de soleil, trop de chaleur. Ils vont fleurir, ils vont se mettre et là, c'est plus consommable, c'est compliqué, les feuilles ont plus le même goût. Donc, il y a des zones il y a des légumes qui sont intéressants à cultiver à l'ombre, d'autres au soleil. Mais voilà, la plupart du temps, quand même, la star du potager, c'est la tomate. 6-8 heures d'ensoleillement minimum et protéger des vents du nord, les vents frais, les vents froids, les gros courants d'air, pareil, qui peuvent mettre à mal les cultures, qui peuvent coucher vos cultures, etc. Si tu fais des petits pois ou des fèves, tu fais pas trop de tuteurs, etc. C'est assez compliqué, tutorer les fèves. Si tu les butes pas, etc., tes fèves, elles vont se coucher s'il y a trop de vent. Et là, une fois au sol, elles sont plus facilement attaquables par des parasites. Donc, tes récoltes, elles vont obligatoirement pâtir. Il y a un enchaînement. Trop bien. On a parlé un peu des éléments techniques. Ici, on aime bien quand même parler bercail, tu t'en doutes. Est-ce que tu connais différentes possibilités pour créer son potager en fonction de son choix d'habitation? Alors, je m'explique. On a parlé, par exemple, dans une précédente saison, de la maison Earthship. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les Earthship. C'est une maison un peu spécifique qui tend vers l'autonomie et qui a donc sa propre serre à l'intérieur de la maison. Ah oui, ok, je vois. Et donc, est-ce qu'on peut le faire pour d'autres typologies de maisons ? Et je pense aussi, forcément, les 3/4 des gens aujourd'hui vivent quand même dans une maison plus traditionnelle ou un appartement. Est-ce que tu as vu ce
différentes possibilités de potager, justement, quand on est en appartement, quand on est en maison traditionnelle, sans forcément avoir un grand jardin, effectivement, quoi. Ben oui, alors déjà les plus... Bon, alors oui, tu peux faire un potager quand tu as un jardin. Ça, c'est le plus simple, c'est le plus classique. Tu peux faire un jardin potager au milieu d'arbres. Si tu as un verger, en forêt, on peut faire... il va falloir quand même de la luminosité, il va falloir tailler quelques arbres, mais l'ombre, c'est pas non plus extrêmement néfaste au potager. C'est pas un blocage complet. Donc, on peut faire des choses et on peut utiliser des arbres pour faire grimper des légumes, des courges, pour les faire grimper autour des arbres, etc. On peut faire des choses très sympas. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Le potager sur balcon, le potager sur terrasse, on peut faire du potager en pot. Moi, j'ai un jardin. Cette année, c'est pour projet, je le faisais déjà dans les autres années, les années précédentes, certaines cultures que je fais exclusivement en pot parce que j'ai des résultats qui sont plus intéressants. Ça ne veut pas dire que je le fais pas non plus en plein terre, mais en tout cas, j'en mets beaucoup en pot. Et parce que après, il y a aussi la proximité par rapport à la maison, donc tout ce qui est aromatique. Je fais même des fraises en pot, je fais des tomates cerises, des aubergines, des poivrons. Donc, je fais beaucoup de légumes en pot. Donc, sur terrasse, sur balcon, on peut y aller. Alors après, encore une fois, ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend de l'orientation, ça dépend de plein de choses. Mais sur des petits espaces comme ça, on peut le faire. Donc ça, il faut pas s'interdire. Alors, il va falloir s'équiper, acheter des pots, acheter du terreau. C'est difficile de récupérer des feuilles mortes, etc. Donc, il va falloir un peu plus de travail et puis ramener tout ça à l'étage. Si on n'a pas d'ascenseur, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est jouable. Il y en a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup de cas sur les réseaux sociaux qui vivent en appartement et qui font des potagers sur balcon. En intérieur, c'est plus compliqué. Alors, en intérieur, c'est plus compliqué parce que souvent dans les maisons, on a un air ambiant qui est beaucoup trop sec et on a moins de luminosité. C'est vrai. C'est pas parce que, enfin là, chez moi, c'est assez lumineux, mais c'est pas parce que tu vas mettre tes plantes près de ta fenêtre qu'il y a autant de luminosité que s'ils sont derrière. Il existe des applications sur les téléphones, les luxmètres. Tu les poses juste derrière ta fenêtre et de l'autre côté à l'extérieur, tu as une réelle différence en fait de luminosité qui arrive. Donc en intérieur, c'est compliqué selon moi. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a des légumes qui peuvent pousser en intérieur, mais l'air ambiant est beaucoup trop sec. Après, on serre en extérieur ou serre intérieur, c'est jouable parce que de toute façon, tu vas créer des conditions un peu optimales avec beaucoup d'humidité, beaucoup de luminosité et une bonne chaleur. Et chaleur plus un taux d'humidité important, bah là, c'est royal. Tu commences à pousser et c'est facile. Moi, c'est ce que j'ai dans ma serre. J'ai une serre qui est semi-enterrée. Donc, une serre semi-enterrée, elle n'est pas passive totalement parce que c'est un ancien bâtiment que j'ai transformé. Donc, elle est semi-enterrée sur 1,40 m sur tout un mur et de l'autre côté sur 1,50 m. Donc, il y a de la terre à ces espaces. Et elle est adossée à une maison, donc elle bénéficie de la chaleur de la maison, ce qui n'est pas ma maison, la maison de mon voisin, mais bon, bref. Elle bénéficie de cette chaleur. Et il y a un taux d'humidité qui dépasse les 70% toute l'année. Et il fait, là en ce moment, il fait 20 degrés, alors qu'en extérieur, il fait 13 degrés, tu vois, chez moi, 13-14 degrés. Donc j'ai 5-6 degrés de plus. Bon, par contre, l'été, ça devient vite étouffant, donc il faut aérer, il faut ouvrir, ramener de l'air frais. Mais voilà, en serre, on peut faire pousser un peu tout ce qu'on veut. Il faut juste faire attention à pas mal de choses, c'est ne pas se faire envahir. Attention maladies, attention parasites, parce que alors là, une fois que ça se développe dans une serre, dans un milieu fermé, restreint, là, c'est le carnage total. Si tu t'attrapes une maladie comme le mildiou ou l'oïdium en serre, ça se développe partout et c'est fini. Et justement, par rapport à ça, les défis un peu fréquents à surmonter, les typologies de maladies, donc tu citais le mildiou, l'autre maladie c'est l'oïdium. Est-ce que tu sais comment traiter un peu les maladies les plus courantes ou Ouais, bah écoute, alors déjà la première chose à faire, mais moi c'est ce que je dis, mais ça c'est valable pour tout, c'est de l'observation. Il faut agir rapidement. Tu pars en vacances pendant 2 semaines, il y a un temps qui est exécrable, tu reviens, les maladies sont installées. T'as beau faire ce que tu veux, ça va être un peu compliqué si ça s'est vraiment commencé à se répandre un peu partout. L'oïdium, c'est la maladie du blanc, je crois, pas du petit blanc, du blanc. C'est une pellicule blanche qui apparaît sur les cucurbitacées, donc sur tout ce qui est courge, courgettes, concombres, cornichons. C'est un feutrage blanc quand tu frottes un peu avec tes mains, je fais le mouvement, je trouve pas le mot, tu frottes un peu avec tes mains, ça part. Donc ça, c'est l'oïdium. Donc on coupe les feuilles, on retire les feuilles déjà, etc., qui sont atteintes, on les met au potager, au compost, on les jette au compost. Et ensuite, on peut utiliser du lait qu'on va diluer. D'accord.
Donc, on va diluer dans de l'eau tiède, du lait à 10-30% maximum. On dilue ça dans de l'eau et on pulvérise sur les feuilles qui sont atteintes et sur nos plants. On peut faire ça en prévention et on peut faire ça une fois que la maladie s'installe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faut agir rapidement et quand on pulvérise cette solution, et c'est comme pour toutes les solutions, on fait ça au coucher du soleil, on fait ça en fin de journée. Alors c'est des maladies qui arrivent souvent au mois de juin, c'est rare que ça arrive avant, en tout cas en Normandie. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la chaleur, beaucoup d'humidité, etc. Donc avant juin, souvent la chaleur en Normandie, c'est un peu plus rare. Et tu pulvérises en fin de journée et puis tu laisses en fait. Déjà, tu laisses comme ça. On agit quand même rapidement. Le mildiou, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que beaucoup de gens appellent une maladie le mildiou. Alors des fois, c'est pas du tout le mildiou. Ça peut être d'autres maladies. Donc on met un peu tout. C'est un peu comme les limaces. Les limaces, c'est une grande famille. Dans les limaces, il y a plein de sous-espèces de limaces. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi un traitement qui n'existe pas pour la totalité des limaces. Les maladies, c'est pareil. Donc, le mildiou, vraiment, c'est encore une fois, c'est de l'observation. Et ensuite, il faut couper. Il faut retirer. Moi, j'utilise pas d'autres traitements. Alors, il y en a qui utilisent la bouillie bordelaise, il y en a qui utilisent du cuivre. Il existe plein de choses. Là, encore une fois, il faut tester. Il faut voir. J'ai fait la bouillie bordelaise pendant longtemps. J'ai arrêté parce que c'est pas très naturel. Donc, c'est de la chaux, hein, c'est ça. Ouais, j'ai évité tout ça. Les fils de cuivre, les piquets dans les plants de tomates, j'ai arrêté. Moi, tout ce que je sais qui fonctionne, et c'est pour ça que il faut respecter l'espacement de plantation. Si vous plantez vos tomates trop proches les unes des autres, que l'air ne circule pas, si l'air ne circule pas, les maladies vont se développer et elles vont se propager de plante en plante. On évite d'arroser le feuillage. Alors, encore une fois, c'est pas parce que tu vas arroser le feuillage une ou deux fois que les maladies vont se développer. Bien entendu que non, il pleut, les maladies viennent pas non plus tout le temps. Mais en tout cas, on évite quand même. Déjà, on évite parce qu'il y a trop d'évaporation d'arroser au plant. Donc vraiment, l'espacement, c'est vraiment la clé de la réussite. Et ensuite, c'est tailler quand même. Alors là, il y a deux écoles. Hein. On taille pas les tomates. Mais si tu n'espaces pas suffisamment et que tu ne tailles pas, que les feuilles commencent à se toucher, si ton premier plant a le mildiou, le deuxième plant, il va avoir le mildiou. C'est obligatoire. Si tu as bien espacé, tu n'es pas obligé de tailler, en fait. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc, il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on veut. Le mildiou, c'est la maladie la plus compliquée à traiter au potager. Moi-même, hein, il y a des années, il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup d'humidité, très peu de chaleur. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Oui, non, c'est sûr. Après, la nature, parfois... Elle peut être cruelle, mais c'est aussi pour ça que le potager traditionnel, moi, je suis contre. C'est que tu mets tous tes espoirs dans ta rangée de tomates, et si l'année est pas bonne, tu as 0 tomate. Il y a une année, je ne saurais plus te dire laquelle, on a eu un temps, on n'a pas eu d'été en Normandie, ça a été une catastrophe. Dans mon potager, j'ai eu 0 tomate. Alors dans ma serre, j'en ai eu. Dans mon potager, j'ai 0. Sur mon balcon, j'en ai eu. Sous mes arbres, j'avais planté quelques plants de tomates qui me restaient et à côté de mes courges et tout, j'ai planté des tomates sous mes arbres. J'ai eu des tomates. Comme quoi. Et en fait, le fait de multiplier les tests, les essais, ça te permet d'avoir des récoltes et de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et au moins, t'as un échec. Oui, t'as un échec. Ça arrive, hein. Moi, ça m'arrive. C'est comme les investissements financiers, finalement. Je fais le parallèle, mais faut mettre... Mais c'est ça, alors ouais, c'est ça. C'est un beau parallèle, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Oui, non, mais complètement. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et des fois, ça fonctionne, et des fois, ça fonctionne pas. Et il faut tester. Et c'est pas pour ça que l'année 1 a fonctionné sur les tomates au pied des arbres, que la seconde année, ça va refonctionner tout aussi bien. Il faut tester. Comment on fait pour choisir un peu les plantes les plus adaptées en fonction de son espace ? Est-ce que tu aurais 3-4 exemples ? Parce qu'il y en a tellement, mais tu me parlais des plantes d'intérieur ? Ah non, d'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut faire 2 cas, par exemple ? Donc, pour ceux qui ont effectivement de l'intérieur pour faire soit du balcon ou voilà, petit espace réduit et un espace effectivement où on peut faire un beau potager. Alors, sur des plantes que moi je conseillerais. Alors, pour commencer. Pour débuter. Alors vraiment les inratables. Pour moi, si t'es sur balcon, tu fais la tomate, tu fais l'aubergine, tu fais le poivron, t'y vas et tu fais des laitues. Ça veut pas dire que c'est les plus simples, mais sur balcon, en pot, si tu arroses bien, que tu mets un bon paillage, que tu as utilisé le bon terreau, ça va fonctionner. Si tu utilises des bons récipients aussi, les bons pots. Pourquoi je parle de pots ? Alors il y a de tout. Il y a du plastique, il y a de la terre cuite.
c'est pas vraiment ça, moi, qui m'importe, même si j'ai une préférence pour la terre cuite, mais je peux comprendre que si tu habites au 6e étage, t'as pas d'ascenseur, t'as 70 ans, tu vas pas commencer à acheter un pot en terre cuite, le remonter jusque là-haut, c'est plus lourd, etc. Faut le rentrer l'hiver pour éviter que ça casse, ça gèle, etc. Donc, si tu utilises du plastique, je peux le comprendre. Ce qu'il faut vraiment dans ton pot, c'est des pots qui sont assez profonds, 30 cm de profondeur, pour que le système racinaire puisse se développer en fonction de ton légume. Les tomates, oui, les poivrons, oui. Par contre, les laitues, ça fait des petites racines en surface, t'as pas besoin d'avoir un pot aussi profond. Utiliser le bon terreau, il y a des terreaux qui sont différents. Donc, il faut arrêter de se dire, tiens, j'achète un sac de terreau et je l'utilise pour faire tout ce que je veux. Il y a du terreau plus acide, il y a du terreau plus calcaire, il y a du terreau pour les semis, il y a du terreau pour les bacs de plantation, il y a du terreau horticole extérieur. Il y a vraiment des terreaux différents. Et pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir une rétention d'eau différente, une acidité différente, des nutriments différents. Donc, il faut vraiment choisir le bon terreau en fonction de ce que tu vas cultiver, de ce que et où tu le cultives. Une fois que tu as fait ces 2 points-là, déjà, tu as fait 90% du job. T'achètes ton plant de tomates. Alors, sur balcon, moi, j'aime bien la tomate cerise. Je trouve que ça pousse très, très facilement. C'est hyper agréable. Tu plantes. Bah voilà. Tu plantes, tu casses pas la motte, très peu. Tu peux la griffer un petit peu, tes plantes. Tu les griffes un petit peu. Ça veut dire que alors, sur tomate, poivron, aubergine, laitue, on ne griffe pas du tout. On griffe un peu la motte. On essaye de libérer les racines pour éviter qu'elles tournent dans le pot. On griffe un peu. On le met sans trop l'enfoncer. Alors là, encore une fois, il y a 2 écoles. Il y en a qui enfoncent les tomates de 50%, qui coupent les feuilles, qui les enfoncent. Il y en a qui les enfoncent pas. Alors, c'est pas qu'il y a 2 écoles. C'est que si c'est pas un plant de tomate greffé, tu peux l'enfoncer. Il y en a qui disent aujourd'hui c'est revu. Tu sais, on disait que ça développait les systèmes racinaires, se fortifier. Il y en a maintenant qui disent que c'est pas vrai. Personne ne sait se mettre d'accord. Et encore une fois, il n'y a pas d'études dessus. Donc, faut faire tester. Comme vous. Faites sur 2 pots. Enfoncez-en un, enfoncez-en un autre. Non. Par contre, si c'est un plant de tomate greffé, il faut surtout pas l'enfoncer. Ça, c'est une certitude parce que le point de greffe, s'il est en terre, votre plant, il va pourrir, il va prendre l'humidité, votre plant va mourir. Et ensuite, un léger paillage à la surface et on arrose. On arrose. En pot, il faut arroser. Il faut vraiment pas hésiter à arroser. La rétention d'eau est moins importante qu'en pleine terre. L'inertie, etc., elle est moins importante, donc il faut arroser. Okay. C'est vraiment la clé de la réussite, c'est l'arrosage, finalement, quand on est sur balcon. Donc voilà, tu peux te permettre de cultiver ces légumes du soleil, tomates, poivrons, aubergines, les laitues. Sur balcon, on peut faire des petits pois, des haricots verts, on peut se faire plaisir. Les quantités ne seront pas énormes, malheureusement. Oui. On peut faire tout ce qui est concombre, cornichons, etc. Les quantités ne seront pas énormes. Donc sur balcon, on est limité, mais on peut faire de tout. Voilà, en tout cas, moi, sur terrasse, je préconise vraiment tomates, poivrons, aubergines, des petites variétés. Alors, pour l'aubergine, la Barbentane, ça fonctionne très, très bien. Ou la ronde à œuf, c'est des petites aubergines rondes blanches. Le poivron, tu as des poivrons sur petits pieds aussi, les poivrons chocolat, il y a le poivron de Marseille, il y en a pas mal, tu peux cultiver aussi. Surtout qu'en termes de coût, en général, ce sont des légumes qui coûtent aussi cher. Enfin, je fais le parallèle par rapport à ce que tu disais, mais c'est déjà trop bien d'avoir quelques poivrons à soi ou choses comme ça. Ouais. Après, voilà, c'est optimiser l'espace. Moi, l'année dernière, j'ai fait une tour à fraisiers. Donc, c'est plutôt que de planter tes fraisiers l'un à côté de l'autre, tu les plantes dans une tour. Et tu montes comme ça te permet de développer ton potager à la verticalité, donc tu optimises l'espace. Seul problème, c'est l'arrosage. Encore une fois, il faut bien arroser parce que on comprend naturellement qu'en haut de la tour, ça va s'assécher beaucoup plus vite qu'en dessous. Oui, c'est encore en bas de la tour. Il ne faut pas oublier d'arroser. Et encore une fois, c'est de la logique. On peut se faire plaisir sur les fruitiers. Là, je viens de parler de fraisiers. Framboisier en pot, ça fonctionne très bien. Il y a des variétés qui fonctionnent très, très bien en pot. Myrtille, casseillet, on peut y aller, on peut se faire plaisir. C'est même facile, les fruitiers en pot. L'agrume, l'olivier, on peut y aller. Et puis c'est des belles plantes aussi. Donc c'est des belles plantes et voilà, moi je me ferai plaisir comme ça. Je ne ferai pas de carottes sur balcon. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut de la place, il faut de la jardinière très longue, mais ça dépend du balcon. Là tu m'as dit petite surface, donc je pars du principe que c'est 5 mètres carrés. Donc voilà, on fait ça. Ok. Pleine terre, tu veux débuter ton potager, tu veux le débuter au printemps. Pour moi, tous les légumes faciles, c'est les légumes qui ont des graines assez grosses quand tu vas les semer en pleine terre. Fèves, petits pois, haricots verts. Et mange tout. Alors, petits pois, mange tout, c'est plus ou moins la même chose. Donc, les petits pois, tu écosses pour manger les graines à l'intérieur, les graines, qui sont pas arrivées à maturité, sinon c'est pas très bon.
Et le mange-tout, bah, tu le récoltes et tu manges la totalité. Tu attends pas que ça monte en graines. Mhm. Tu sais, mange-tout, c'est des petits pois qui sont pas formés et tu manges la totalité. Ok. Pas besoin d'écosser, pas besoin d'ouvrir. Si ça monte en graines, c'est plus très très bon, Oui. c'est assez fileux, c'est pas ouf. Donc voilà, ça c'est des légumes simples. Pourquoi? Parce que les graines sont assez grosses. Tu réalises un sillon en terre de 2-3 cm de profondeur avec ta main. T'espaces tes graines, comme elles sont grosses, c'est assez facile. 5 cm. Tu refermes, tu tapotes pour que les graines soient bien au contact de la terre. C'est super important. Les gens qui râpent leur semis sur les petits pois haricots verts, c'est qu'ils n'ont pas tapoté. Alors, soit tu le fais avec la main, soit tu le fais avec le dessous d'un râteau. Il faut que la terre soit au contact des graines. Tu arroses avec un arrosoir où tu mets la petite douchette. Tu arroses et puis ensuite, c'est bon, tu laisses germer. Donc ça, c'est des légumes, moi, que je trouve simples. Il y a pas mal de façons pour optimiser aussi l'espace. Moi, les haricots verts, je les fais en tipi, haricots verts grimpants. Alors, pas les haricots verts nains, il y a deux familles. Hein. Il y a les nains, il y a les grimpants. Les grimpants, je les fais sur tipi. Les nains, je les fais en ligne. On peut semer en ligne ou en poké. Poké, c'est tu mets plusieurs graines dans un trou, alors qu'en ligne, tu espaces tes graines le long de la ligne. L'avantage de la ligne du poké, c'est que les plants, ils vont se tenir eux-mêmes. Donc, s'il y a du vent, ils vont difficilement se coucher au sol, alors que si c'est en ligne. Donc ça, c'est un peu, voilà, il faut faire comme toi, tu as envie, en fonction de ton potager, l'espace, il faut tout tester. À retenir, du coup, d'essayer peut-être plus, comme tu disais, les grosses graines, de tester un peu voilà. moins. Ah, moi, je trouve que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et ça va être pareil pour des semis extérieurs, intérieur-extérieur. Tout ce qui est courge, courgette, concombre, les graines, elles sont assez grosses. Donc, en fait, tu vas pouvoir faire tes propres semis assez facilement. La laitue est facile. Alors le semis de laitue, ça va être autre chose, mais la laitue est facile si tu l'achètes chez le maraîcher, en jardinerie. Donc tu achètes des mottes de laitue, tu rentres chez toi, tu baignes les mottes. Donc tu les baignes dans de l'eau à température ambiante extérieure, de l'eau de pluie si possible. Tu les laisses baigner pendant 15-20 minutes. Tu détaches les mottes. On casse pas les mottes. Hein. Le système racinaire est trop fragile. Casse pas les mottes et on coupe les feuilles. Je souris parce que tu me fais les gestes depuis tout à l'heure pour les plantations. Et j'aime beaucoup ça, mais je pense qu'il va falloir que je mette la vidéo hein, pour que les gens... Ouais, tiens. Tu coupes. C'est vrai que oui. Ben, en fait, c'est parce que je me vois le faire, tu sais. Donc, mais bon. C'est trop bien. Cher auditeur, franchement, vous ratez quelque chose sur l'aspect gestuel. Je mime. On coupe les feuilles des laitues. On va couper 50%, 2/3 des feuilles pour éviter l'évapotranspiration et pour faciliter l'enracinement des laitues. On les plante et franchement, c'est assez simple. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, il y a les limaces et tout. Oui, bon. S'il n'y a pas de limaces, etc., c'est vraiment très simple. Donc, laitue, les tomates, acheter des plants de tomates, les mettre en terre, c'est pas si compliqué que ça de les mettre. Alors, c'est plus compliqué si on n'arrose pas bien, si on ne paille pas bien, parce qu'on va avoir des récoltes qui seront assez décevantes. Mais voilà. Grosses graines, courgettes, concombres, cornichons. Bon, si tu habites au nord de la Loire, ça peut être un peu plus compliqué parce que manque de luminosité, manque de chaleur. Mais concombre, courgettes, courge, c'est très, très facile. Okay. Les laitues, c'est facile. Ok. Voilà. Ok. Question Et je te parle pas de la pomme de terre, parce que la pomme de terre, c'est encore plus simple. Tu prends une tubercule, tu la enfonces en terre. Et c'est parti. Puis tu attends. T'as rien à faire. C'est parti. Ok. Non, mais ça donne déjà quelques idées, effectivement, de plantation. Et quand on a envie de commencer, qu'on sait pas trop, voilà. Après, voilà, il y en a qui vont te dire non, c'est pas ces légumes-là les plus simples. Il y en a d'autres. Après, ça dépend de chaque personne. J'ai envie de dire, ça dépend, tu sais, déjà, ça dépend de ta terre. Ça dépend de toi, ta façon de voir les graines, ta façon de semer aussi, ta sensibilité par rapport à ça. Voilà, on peut avoir des avis assez différents. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas non plus de... Alors, si je devais citer un légume extrêmement compliqué, alors un légume compliqué de A à Z pour moi, c'est le poireau. Okay. Pourquoi je dis compliqué ? Parce que il faut faire des semis, il faut les repiquer, Enfin, c'est pas que c'est compliqué. C'est long. De les cultiver, c'est que c'est du travail. Donc, tu vois, alors ça peut rentrer dans le côté compliqué. Okay. T'achètes une botte de poireaux tout fait au marché, tu les plantes, c'est beaucoup plus facile. Mais si tu veux vraiment partir de la graine jusqu'à la fin, c'est un peu plus compliqué. Ok. J'ai une question un peu plus philosophique. On en avait parlé un petit peu ensemble en off. Est-ce que c'est possible pour toi d'être autosuffisant ? Et si oui ou non, un peu c'est quoi les défis à relever par rapport à ça en 2 minutes, comment tu dirais ça ?
En 2 minutes. T'as vu comment je te challenge? Ouais, c'est clair. Alors, juste pour que tout le monde soit informé, c'est vrai qu'on en avait discuté pendant longtemps. Ça a été un de mes objectifs, d'être autosuffisant en alimentation, en production de légumes. J'ai arrêté cet objectif parce que c'est un stress que tu te crées. Alors, pour moi, c'était un stress que je me créais et ça m'empêchait de prendre autant de plaisir que je le voulais au jardin potager. J'ai toujours quand même pour objectif d'acheter le moins de fruits et légumes possible dans le commerce. Donc, on va dire c'est être autosuffisant. Mais on n'a pas tous la même définition d'être autosuffisant. Autosuffisant, à mon sens, c'est produire la totalité de ce qu'on va manger et de ce qu'on va utiliser dans son jardin pour pouvoir avoir des récoltes. Je m'explique. Il y en a, ils vont dire être autosuffisant, c'est j'achète des plants de tomates. Déjà, j'achète. Je les mets en terre, je récolte mes tomates, j'ai pas acheté de tomates cette année. Tu as acheté des plants. Donc, il y en a, ils vont aller un peu plus loin, ils vont dire j'ai fait mes propres semis. Déjà, on va un peu plus loin. Mais tu as acheté comment? Comment tu as paillé ton potager? Est-ce que tu as acheté de la paille? Est-ce que tu as acheté du foin? Est-ce que tu as acheté du compost? Est-ce que tu as suffisamment de compost, toi, pour être autosuffisant? Moi, je suis pas autosuffisant en compost. Je suis obligé de demander au fermier du coin de me donner du fumier bovin pour pouvoir le mettre sur mon potager. Donc, je suis pas autosuffisant en compost. Donc ça, je pense qu'il faut se mettre chacun sa définition. Pareil, tu as des poules, tu es autosuffisant en production pour tes œufs, mais l'alimentation, est-ce que tu la produis toi-même ou est-ce que tu l'achètes? Oui, effectivement, il y a un degré... Voilà, il faut se mettre un degré d'autosuffisance. Maintenant, être autosuffisant en fruits et légumes, moi, il y a très peu de légumes que j'achète de mi-avril, fin avril à fin octobre, fin novembre, mi-novembre, fin octobre, mi-novembre. J'en achète des fois, ça m'arrive parce que je rate certaines cultures. Et parce que j'ai aussi des envies. Alors, je mange du local, bien entendu, donc, et de saison. Je vais pas manger des tomates, là, le 7 février. Ça m'intéresse pas parce que j'en produis pas, etc. Mais voilà, je sais pas, des oranges ou si je veux acheter quelques clémentines, j'en produis pas encore. Ce sera peut-être un de mes objectifs. J'en produis pas, mais voilà, je vais m'acheter quelques clémentines en hiver. Et ça, c'est pas un problème pour moi. Je rate mes choux-fleurs pour X raisons. Je vais acheter des choux-fleurs au fermier juste à côté ou au maraîcher ou sur le marché, et ça me dérange pas non plus. En fruits, il y a des légumes que j'achète plus du tout, tomates, laitue, il y a plein de légumes que j'achète pas, pommes de terre, j'en achète plus, des courges, j'en achète plus, j'en ai même marre d'en manger. Il y a certains légumes, à un moment donné, t'en as marre. Les haricots verts, à un moment donné, t'en as marre quand même aussi, il faut se l'avouer. Et ça peut faire partie d'un conseil, je suis désolé pour les 2 minutes, mais étalez vos semis, vos cultures. Quand on fait tous les haricots verts en même temps, à un moment donné... Oui, saturation. Ou alors, faut en offrir à ses amis. Faut en offrir. Alors moi, c'est ce que je fais. J'en donne et je fais du troc aussi. J'échange contre d'autres légumes et puis tant mieux. Oui. Et ce que je voulais aussi dire, c'est être autosuffisant, c'est aussi avoir l'espace pour stocker ces légumes. On en vient. Super, tu fais des pommes de terre, tu fais 300 kilos de pommes de terre, tu fais des dizaines de kilos de carottes, des centaines de kilos de courges, de pommes, de poires. Il faut l'espace pour le stocker. Et ça, c'est un vrai boulot aussi. C'est comme pour faire des semis, stocker, surveiller, récolter, reprendre, consommer, c'est du taf. C'est un boulot monstrueux. Donc voilà. Et après, la petite problématique des fruits par rapport aux légumes, c'est que tu peux pas étaler les récoltes. Ton cerisier, il a envie de te donner des centaines de kilos de cerises, il te les donne. Alors tu peux les laisser sur les arbres, les oiseaux, etc. Et voilà, lui, il produit. Tu peux pas quantifier un petit peu ce que tu veux. Et tu vois, c'est un peu aussi ce que je peux reprocher des fois aux gens qui font du potager. Moi, j'en vois, ils font 100 plants de tomates dans leur potager. Pourquoi 100 plants de tomates. Pourquoi tu fais 100 plants de tomates? Parce que c'est trop. Tu vois que t'en fasses 15, 20. Ok, t'aimes bien la tomate, tu vas en manger, tu vas en offrir. 100 plants? Je sais pas. Alors, c'est pas parce que tu produis, moi, c'est ma vision. C'est pas parce que je produis dans mon potager que je peux me permettre de faire du gâchis et de jeter ce que j'ai produit. Je trouve que ça va pas dans le sens de ce qu'on essaye de créer aussi, tu vois. On veut pas gaspiller, mais en même temps, on se permet de gaspiller ce qu'on fait. Il faut cultiver les quantités qui vous sont importantes pour vous, pour y arriver. Encore une fois, c'est un peu le mot, j'ai l'impression tout au long, mais c'est encore une question de logique et de plus on peut faire pour soi, c'est tant mieux de cultiver, mais après, dans une conscience aussi de se dire, ce sera utilisé ou offert ou mangé, mais pas... Ou transformer, ou modifier. Bien sûr, on peut faire des sauces, on peut faire énormément de choses. Mais voilà, donc l'autosuffisance, je pense que c'est jouable. Je pense que c'est un boulot à temps plein.
Alors, tu bosses à côté, tu fais tes 35, 40, 45 heures. Je pense que voilà, les gens font plus 35 heures, c'est fini. Il y a tellement, on a tous bossé comme des fous. Mais on bosse. Si à côté de ça, tu te dis, grâce à mon potager, le soir, le week-end, je vais me permettre d'être autosuffisant, Bien. j'y crois pas. J'y crois pas parce que je l'ai essayé de le faire pendant quelques années. C'est un boulot de titan, en fait, le jardin potager. Moi aujourd'hui c'est mon boulot à temps plein, alors je crée du contenu etc autour de ça, c'est ce qui me permet de faire ça à temps plein, de vivre de ma passion, mais c'est du taf, du taf. Là j'ai mis 1 tonne de fumier de compost dans mon potager, tu fais pas ça en 1 heure ou 2 heures, c'est pas possible. Non, ça prend vite du temps. Ça prend du temps. J'ai encore 2 petites questions pour toi et après je te propose de passer à la deuxième partie de ce podcast. Très rapide, est-ce que on aime bien parler parfois aussi un peu coût, est-ce que ça coûte cher de faire un potager? Alors effectivement il y a toujours un peu la question des semis ou pas semis, mais est-ce que il y a quand même un petit budget à faire pour préparer son potager, ou est-ce que on peut se débrouiller quand même assez facilement? Ouais, alors t'as le starter, ça veut dire qu'il te faut des outils, quoi qu'il arrive. À la base, si tu débutes un potager, il va te falloir quelques outils. On n'a pas besoin de 36 outils, hein. On n'a même pas besoin de gants. C'est quand même recommandé. C'est quand même recommandé. Un outil à main. Moi, je conseille la grelinette, toujours, ou un croc. Ça permet d'aérer ton sol. Voilà. Moi, c'est un outil que je recommande sans te casser le dos. Ensuite, un outil à main, un croc à 4 dents. Ou une mini serfouette. C'est des outils qui vont te permettre de travailler ta terre à la main. Une fois que tu as ça dépend de ta terre. Si elle est très caillouteuse, il va peut-être te falloir une pioche. Mais avec ces 2 outils-là, normalement, si tu es un peu motivé, tu vas pouvoir y arriver. Les outils, ça coûte cher. Grelinette, il faut compter 70, 80 €. Alors, il y en a en brocante, sur le Bon Coin, etc. C'est des outils qui vivent, que tu peux entretenir. Mais normalement, une fois que tu as ces outils-là, tu les as achetés, tu vas pouvoir les garder si tu t'en occupes bien, ad vitam aeternam, ou changer quelques pièces. Il faut acheter des outils, on peut... genre les grelinettes, on peut retirer une dent. On n'est pas obligé de changer les 4 dents ou tout le rail. Donc, il faut acheter des outils où on va pouvoir les entretenir et ça va nous coûter moins cher de changer juste une dent que changer la totalité. Donc, si tu as tous ces outils-là, est-ce que ça coûte cher? Malheureusement, oui, un potager, ça coûte cher. Enfin, je vais pas vous mentir. Si tu dois acheter des graines, moi, tous les ans, alors, c'est de moins en moins vrai, je vais pas mentir. Moi, on m'envoie les sachets de graines. Donc, maintenant, je les paye plus. Mais à un moment donné, ça me coûtait entre 150 et 200 € pour faire mes graines. Ça donne un peu un ordre de grandeur. Pour donner un ordre d'idée. Ça donne un ordre de grandeur. Alors, pourquoi je fais tout ça? C'est que pendant longtemps, et je le fais encore, j'inscris dans un Excel tout ce que j'achète et tout ce que je récolte. Avec le prix au moment de la récolte, le coût au marché de Rungis. Enfin, tu sais, t'as le prix au kilo. Et donc, je le mettais pour savoir un peu ce que je gagnais. Pour voir si c'était rentable. C'est rentable. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que c'est rentable si tu parles en termes de prix. Mais j'inclus pas le temps que j'y passe. Si tu inclus le temps que tu y passes, est-ce que c'est rentable? C'est pas le métier le plus rentable du monde. Mais après, il faut y inclure aussi la vraie valeur du produit que tu vas manger. Donc, est-ce qu'elle vaut vraiment ce que tu achètes à Rungis? Il y a tout ce côté-là aussi. Ou non. Il y a tout. Tu vois, tu fais de la moto parce que c'est ta passion. On ne demande pas si c'est rentable. Oui, non, c'est sûr. Donc bon, mais bon, on voit te dire, les donc voilà. Au moins comme ça, et ça permet d'avoir la vision. On a tous les critères. Donc voilà, 150, 200 €, c'est ce que ça va coûter en graines. Il y a des achats. Après, il y a des achats. Tu peux produire tes propres graines aussi. Oui, c'est pour ça. Encore une fois, c'est pas le même métier, mais tu peux. Moi, il y a des graines que je produis. Après, c'est encore le ratio coût, temps passé et ce que il y a des laitues, il y a des légumes comme la laitue, tu la laisses monter en graines, c'est assez simple de les récolter, la fève, etc. Il y a beaucoup de légumes, c'est très simple. Il y a d'autres légumes, c'est un peu plus compliqué. Les tubercules de pommes de terre, d'une année sur l'autre, tu peux garder quelques tubercules pour les replanter en terre et tu fais des économies. Et après, les récoltes, de toute façon, déjà, si tu ajoutes les fruitiers, tu ajoutes les fraises, il y a des légumes qui coûtent très cher. La barquette de fraises, qui va bientôt arriver. Les myrtilles, alors. Alors les myrtilles, les framboises. Dès que tu commences à mettre ce poids-là dans ton Excel, je veux dire que t'es over rentable. Parce que moi, je ramasse un bol de fraises et de framboises tous les matins pour mon petit déjeuner à la bonne saison. Quand tu vois le prix au kilo, je crois que les framboises, on a 15 € le kilo. Et tu les achètes en barquette de 100 grammes, tellement que c'est inaccessible de toute façon, la rentabilité, elle se fait très vite. La pomme de terre, il y en a qui vont dire ça prend beaucoup de place par rapport au coût. Mais encore une fois, la saveur est différente. Mais oui, voilà, si tu veux vraiment faire un potager dans le but d'être rentable, il y a peut-être des légumes que tu vas laisser de côté, comme la pomme de terre.
comme la courge. Et encore que je dis ça, mais les courges coûtent très cher en fin d'année. Moi, j'ai vu les prix là. Oui, et puis là, on est dans une période d'inflation complète, donc. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, quand oui. ça faisait partie du discours que j'ai eu avec ma femme quand on a déménagé il y a 6 ans. On est venu en Normandie. Je lui ai dit, tu verras un jour, les légumes et les fruits vont coûter plus cher que la viande. Et c'est le cas, en fait, on y arrive. Ce que je trouve triste et malheureux, mais en tout cas, c'est le cas. Ça devient très, très cher de vouloir manger, déjà de se nourrir. Alors, de bien se nourrir, ça coûte encore plus cher. Non, donc voilà. Donc, c'est rentable. Pour moi, oui. Pour rien au monde, j'arrêterais ça en me disant, non, je préfère aller acheter 10 euros de fruits ou de légumes. C'est plus compliqué, c'est sûr. C'est du travail, mais encore une fois, la saveur, le goût, c'est tellement différent. Et une poignée de petits pois de ton jardin, tu la manges, t'as plus faim. Une poignée de petits pois que t'achètes dans le commerce que tu manges, t'es encore faim. Enfin, tu peux manger 2-3 poignées. En fait, c'est pas la même chose. Et les petits pois, c'est pareil. Quand tu vois la taille de mes petits pois, la taille des petits pois dans le commerce, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Est-ce que tu aurais un dernier partage pour nos auditeurs sur la gestion de leur potager, un mot de motivation pour ceux qui n'ont pas la main verte? Alors, j'en ai 2. Déjà, il faut se planter. Alors moi, j'aime bien ce petit mot, mais non, mais il faut se planter et faire des erreurs. Alors moi, je fais partie des gens qui retiennent plus facilement quand on fait des erreurs. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Quand t'es petit, on te dit tu mets pas la main sur le four. Tu mets pas la main sur le four, tu mets la main sur le four, t'as retenu qu'il fallait pas mettre la main sur le four. Donc quand on fait des erreurs, on retient assez facilement. Donc moi je pense qu'il faut faire des erreurs, faut se planter, faut pas avoir peur. Le jardin c'est pas une science, le potager c'est pas une science. On a beau vouloir regarder toutes les vidéos du monde et les miennes, lire des livres, etc. C'est pas pour autant que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et c'est pas pour autant que si tu fais l'inverse de ce qu'ils vont te dire, ça va pas bien se passer non plus. Il faut que tu fasses tes propres expériences. Gagne du temps quand même en regardant un peu ce que les autres ont fait, parce que ça aide. Moi, quand je partage des astuces ou mes confrères, etc., c'est pour permettre aux gens de gagner du temps, de gagner quelques années. Parce que quand tu rates ta culture de poireaux, tu vas pas la refaire tout de suite. Tu vas attendre 1 an avant de la refaire. Donc, tu as perdu, entre guillemets, 1 an. J'y mets bien des grosses guillemets parce que comme tu t'es raté, t'as pas perdu, tu as appris pour faire autrement l'année prochaine. Mais bon, voilà, on peut quand même éviter certaines erreurs. Donc, il faut se planter, il faut se tromper, il faut faire des erreurs et il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vraiment, allez-y petit. Commencez petit et agrandissez petit à petit en vous faisant plaisir. Il y a rien de pire que d'arriver dans ton jardin et de te dire « Ok, je fais 100 mètres carrés de potager. » Ça va pas être possible. Moi, je l'ai pas fait ici. Je suis arrivé j'ai fait 60 mètres carrés de potager, mais j'avais déjà mon potager d'avant en ville. Donc je suis arrivé, j'avais les outils, j'avais déjà testé plein de choses, etc. Je suis passé de 60 à 80, à 100, je suis à 120, et là je passe à 150. Et je pense que je vais m'arrêter à ces 150 mètres carrés, je pense, parce que voilà, c'est une taille qui me correspond et qui produit suffisamment de légumes pour moi, mes 2 enfants et ma femme. Donc et à force de noter, on arrive à calibrer combien de plants il faut. C'est aussi pour ça que, tu vois, j'ai mis à disposition, je fais pas une pub parce que j'ai rien à gagner, mais j'avais mis à disposition l'année dernière et cette année je l'ai fait, un calendrier des SMIC gratuit. C'est par rapport à ta région. T'habites à Bordeaux, t'habites à Marseille, t'habites à Lille. Tu vas sur mon site, tu sélectionnes la région où t'habites, ça te donne le climat et tu télécharges un calendrier des semis et tu as les quantités et les dates à laquelle il faut réaliser tes semis en pleine terre et tes plantations. Et les quantités sont pour une famille de 4 personnes et moi, c'est les quantités que j'utilise pour ta propre famille. Pour ma propre famille, ma propre production. Okay. Bien entendu, encore une fois, si tu manges un poivron tous les jours parce que tu adores ça, il faudra peut-être que tu augmentes le nombre de plants que tu vas mettre en pleine terre. Etc. Mais ça donne en tout cas une bonne moyenne. Trop bien, merci. L'heure tourne, on va passer à la phase action avec les phrases un petit peu plus tac au tac. T'es parti ? Ouais. Allez, c'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Aubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos auditeurs, ils ont un projet de potager
Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret? Une première question à se poser, hyper concret. Une première question à se poser. Déjà, pourquoi vous le faites, quoi? Pourquoi vous faites votre potager? Moi, je pense que c'est la question à laquelle il faut répondre tout de suite. Est-ce que c'est dans le but d'être autosuffisant, de produire des légumes qui ont du goût, de produire que des tomates et uniquement des tomates, et le temps qu'ils veulent y allouer, le temps qu'ils veulent y consacrer, le temps à allouer à cette passion, parce que le temps va permettre de définir la surface. Donc c'est vraiment la première chose. C'est quoi l'objectif? Avant d'y aller, c'est quoi le projet? Le projet, en fait. Votre projet, c'est quoi? Ok. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal? On peut sortir du potager, hein. On parle de bercail général. Alors, moi, j'aimerais bien... moi, je voudrais une tiny house, une toute petite maison, au milieu d'une serre. T'en parlais tout à l'heure, mais au milieu, la serre à l'extérieur, tu sais, qui englobe la maison. Et autonome, de A à Z. Ça serait mon coin idéal désolé du mot, mais dans le trou du cul du monde. Éloigné au maximum, sans téléphone, sans réseau, éloigné de tout et vraiment dans ma bulle. Suffisant en moi-même, voilà. Ça serait mon bercail vraiment idéal pour moi. Alors aujourd'hui, quelque chose que je serais pas parce que voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, il y a plein d'autres choses à faire et j'ai plein aussi d'autres choses à faire. Mais dans le lieu idéal, ça serait ça, tu sais, de pouvoir prendre le temps prendre du plaisir de faire ce que tu as à faire et pas que ça soit des corvées, tu vois. Couper du bois, fendre du bois, si c'est pour te chauffer, c'est pas une corvée en fait. Ça devrait être un plaisir. Si tu fends 1 ou 2 bûches dans la journée, c'est sûr que si t'en fais une centaine, c'est via une corvée. Mais voilà, c'est prendre le temps de faire les choses, prendre du plaisir. Moi, je trouve que ça serait parfait. Si t'avais un mot, du coup, pour le définir, ce bercail, ce serait quoi? Le plaisir. Moi, je suis vraiment à la recherche quotidienne du plaisir. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Tu vois, là, je suis content, on discute, on parle et tout. Je prends du plaisir. Et quand je prends pas de plaisir, c'est pas que je vais rompre et tiens, j'arrête et je raccroche. Mais à la fin de la journée, je me dis, tiens, pourquoi je l'ai fait? Tu sais, tu te poses cette question, pourquoi tu l'as fait si t'as pas pris de plaisir? Tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, tu sais que la vidéo fonctionne pas, ça m'est égal. J'ai pris du plaisir à le faire. Je me suis amusé, ça m'a fait me sentir bien. Et ça, c'est cool. Et moi, je trouve on devrait tous rechercher ça. Et moi, c'est ce que je recherche depuis quelques années parce que j'en ai eu marre à un moment donné de pas prendre de plaisir dans ce que je faisais au quotidien. C'est un beau mot de motivation en tout cas. Ouais, c'est facile à dire, hein, c'est facile à dire. Oui, c'est sûr. Après, faut donner les moyens aussi parfois de réussir à faire ça. Est-ce que tu as des sources, des informations, des personnes à suivre, des newsletters, des podcasts, pourquoi pas, sur le sujet pour s'informer un peu sur tout ça? Sur le jardin, le potager. Alors moi, il y a toujours, il y a quelques personnes que je suis. Alors j'ai longtemps regardé les vidéos de Damien Decars, Permaculture Agro, je crois ça s'appelle, la chaîne YouTube. Pendant longtemps. Alors je les regarde de moins en moins ces vidéos parce que je m'y détache de plus en plus parce que lui il est sur un format de permaculture sur un terrain très très grand, donc j'ai plus de mal à me projeter. Mais voilà, donc si vous voulez débuter un jardin, un potager, que vous cherchez à regarder, sa chaîne est très bien. J'adore la chaîne du potager d'Olivier. Je trouve que c'est un mec qui moi j'ai les poils qui se dressent, tu vois, quand je regarde, et pour autant je fais des choses que lui fait, qui récolte, mais le fait de regarder quelqu'un le faire, en fait, moi je trouve ça sympa. Donc j'aime bien sa vision des choses. J'ai du mal à me l'approprier parce que lui il habite dans le sud de la France, moi j'habite en Normandie, on est quand même dans des régions qui sont totalement différentes, mais voilà, il explique beaucoup de choses. André Abraimi sur YouTube, j'aime beaucoup aussi. Alors je suis désolé, je cite beaucoup de YouTubeurs, mais il est aussi sur Insta. Ce que j'aime bien, c'est son aspect un peu scientifique aussi des choses. Il va expliquer un peu plus dans le détail de pourquoi on fait ça, pourquoi si, etc. Donc j'aime bien aussi regarder. Voilà, si je devais, il y en a plein d'autres, mais voilà, si je devais citer trois personnes aussi qui m'ont fait changer ma vision des choses du potager, qui m'ont donné aussi envie de créer du contenu. Je trouve ça fun. Et sur Insta, il y a Ta Mère Nature, que j'aime bien regarder, qui fait de l'agriculture urbaine. Voilà. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, elle a une énergie et moi, elle me fait rire. Donc en fait, je trouve que encore une fois, prendre du plaisir à regarder une vidéo. Là, j'ai regardé sa vidéo sur On fait quoi en janvier au jardin potager. On se croirait dans une Ducasse. Moi, je trouve ça trop marrant en fait. Je me dis, moi, elle a osé le faire. Je trouve ça excellent, donc elle me fait sourire, elle me fait rire, et en plus elle partage des astuces, du conseil, tout en s'amusant, en rigolant, donc c'est cool. C'est parfait, c'est cool. Ce qu'on veut aussi. Ouais. Trop bien, merci beaucoup, merci à toi d'être venu sur Bercail pour partager tous ces conseils.
Allez voir ce que fait Pierre. Il est présent donc du coup sur quasiment tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Tu as aussi ton site internet lecultivateur.fr. Tu es aussi chroniqueur sur RTL. Donc allez écouter aussi tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose où on peut te retrouver, Pierre ? Mes livres, je suis aussi effectivement. auteur aux éditions Marabout d'un livre sur le potager, réussir son potager, où j'accompagne les gens à réaliser le potager de leurs rêves en 3 ans. Donc commencer par des légumes simples et puis petit à petit avancer. Voilà. Et il sort en fiche cette année, donc là fin février, il va sortir en fiche, en coffret fiche avec les 10 légumes inratables au potager. Alors c'est un titre, 10 légumes inratables, on peut quand même se rater, je vous rassure. Mais voilà, c'est vraiment selon moi 10 légumes, si tu as les bons gestes, les bons récipients, etc., la bonne terre, tu vas y arriver assez facilement. Trop bien. Et merci pour tout ça. Je mettrai tous les liens bien sûr dans la description pour qu'on retrouve tous tes contenus. Merci à tous pour votre écoute. Merci encore Pierre pour son passage. Et puis à bientôt dans vos bercailles. Merci à tous et merci pour l'invitation, c'était super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons nos bercailles ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.